Dans notre société, 70% du temps, la personne atteinte d'une maladie menaçant la vie doit faire face à une décision de refuser un traitement qui peut prolonger sa vie, car la vie prolongée n'est pas d'une qualité satisfaisante. Vous avez toujours le droit légal de décider d'accepter ou non les traitements offerts. Mais pour profiter de votre droit, vous devez communiquer clairement vos volontés. En effet, si vous ne donnez pas une directive précise indiquant votre volonté de refuser un traitement, vos intervenants en santé sont obligés de vous traiter dès que votre vie est en danger. En conséquence, la plupart d'entre nous auront à faire face à une décision de refuser un traitement et de laisser ainsi la nature suivre son cours. Nous devons donc nous préparer à prendre et à parler des décisions relatives au traitement prolongeant la vie. Des études démontrent que les patients et leurs proches hésitent parfois à aborder ce sujet ensemble. D'autres études démontrent que les médecins attendent que leurs patients abordent le sujet, alors que la majorité des patients attendent que le médecin leur en parle, comme si tout le monde attendait que quelqu'un d'autre ose en parler. J'ai le cancer du sein. Ils ont découvert ça au mois d'août. Oui. J'ai été opérée en novembre. J'étais en chimio depuis le 20 décembre. Il me reste encore 6 traitements de chimio, puis il y a 44 de Herceptin, un médicament intraveineuse. Puis après ça, je suis supposée de guérir. C'est sûr que quand on entend le mot cancer, on pense tout de suite à la mort. J'en ai parlé un peu avec mes sœurs, que je ne voulais pas être pluguée sur des machines pour réanimer au cas où, là, puis je ne veux pas qu'ils s'acharnent avec des médicaments sur moi. Puis votre médecin? Le médecin, lui, j'en ai pas parlé, puis il ne m'en a pas parlé. Je réfléchis à mon état de santé et à ma qualité de vie. Mais si je veux arrêter un traitement, ou si je refuse la réanimation en cas d'arrêt cardiaque, que m'arrivera-t-il? Moi, je suis infirmière aux soins à domicile. Ça va faire 10 ans que je fais ça comme travail. Fait que c'est sûr que je suis amenée à avoir des clientèles âgées, en perte d'autonomie, des gens qui sont incapables de quitter leur domicile. Souvent, les gens, ils vont confondre volonté de fin de vie ou de non-réanimation avec, dans le fond, de se faire abandonner complètement. C'est pas parce que vous prenez la décision de ne pas être réanimé, de ne pas avoir de réanimation cardiaque, massage cardiaque, intubation et tout ce qui va avec, qu'on ne va pas prendre soin de vous, qu'on ne va pas soulager votre douleur, qu'on ne va pas vous aider, si vous avez de la misère à respirer. On va tout faire pour que ça se passe le mieux possible, mais on n'ira pas, en fait, vous refaire revivre quand vous êtes déjà mort, quand votre cœur a déjà cessé de battre. Bonjour, Madame Gagnon. Moi, je suis Dr Geneviève Falardeau. Je suis en médecine générale. Je travaille ici au CLSC, ça fait déjà 7 ans. OK? Vos décisions impliquent d'abord de clarifier votre volonté d'être réanimé ou non, et ensuite, si vous vivez avec une maladie chronique, de préciser le niveau d'intensité des traitements que vous voulez. Vous aviez comme la volonté d'exprimer un petit peu, vous, c'était quoi vos intentions par rapport aux soins que vous voulez recevoir. Donc, ce que vous me dites, c'est que concernant des volontés de réanimation, non. Vous ne voulez pas être réanimé. Non. OK. Être maintenu sur un respirateur ou branché sur un respirateur, non. Souvent ça va ensemble, hein? Ça non plus. Non, je suis bien prêt à mourir, qui me laisse engloutir. Si j'ai du mal à engloutir, OK. Je ne veux pas être réanimé. OK. Donc ça, c'est une chose. Est-ce qu'on veut être réanimé? OK? L'autre chose qu'on a besoin de savoir comme équipe médicale quand on traite les gens, surtout quand ils vont à l'hôpital, ou même quand on suit les gens au bureau, c'est quelle est l'intensité des soins que vous souhaitez recevoir? Dans toutes ces situations, vous devez choisir un niveau d'intensité de soins qui va du niveau le plus intense, je veux tous les tests et les traitements pour me guérir, jusqu'au niveau le moins intense, je demande le soulagement de ma douleur seulement et les soins palliatifs. Même si, à première vue, la description des niveaux d'intensité de traitement vous semble complexe, ce n'est pas au médecin à décider pour vous. S'il y avait une condition qui nécessitait que, exemple, vous ayez des antibiotiques par les veines, ce qui se donne à l'hôpital, l'accepteriez-vous? Quand le médecin il va décider lui-même ce qu'il a à faire. Là.
Moi, je ne veux pas être une vie prolongée, j'en veux pas de vie prolongée. Mais moi, ce que je veux vous faire refléter aujourd'hui, c'est que cette décision-là, elle vous appartient. Hein? C'est pas au docteur à décider pour vous, puis c'est pas aux responsables de la maison où vous demeurez qui doivent décider pour vous. Et Vous, ce que vous devez faire, c'est d'avoir les informations en votre possession pour faire un choix éclairé, hein? Mais la décision, elle vous revient. Si vous n'avez plus la capacité de communiquer vos volontés, un membre de votre famille ou de votre entourage deviendra votre porte-parole. Mais quelle décision prendra votre porte-parole? Souvent, quand on est pris dans la situation aiguë, on réfléchit moins bien. Donc, vaut mieux en réfléchir avant, puis de le dire à ses enfants, à sa famille, hein? Ils savent. je ne cache plus grand-chose. Mais est-ce qu'on fait bien de l'obliger des fois à vouloir aller à l'hôpital? Nous, comme enfants, là, des fois on se dit, ben, si vous iriez à l'hôpital, vous auriez peut-être des meilleurs traitements, puis tout ça, même si des fois elle n'est pas consentante. Là, Est-ce qu'on fait bien? En fait, je pense que la meilleure façon de faire, c'est de prendre des décisions qui vont respecter ses volontés à elle. Une fois vos volontés en fin de vie établies, il faut en parler clairement, avec tous les membres de votre famille si possible, parce que ce sont eux qui auront à vivre avec ces décisions. Quelque chose qui parle beaucoup, je trouve, c'est souvent les conversations cachées qu'on va avoir, là. Des fois, la famille est présente, puis quand que la famille s'en va, la personne me dit, ben tu sais, moi, j'aimerais mieux plus avoir de traitement, ou j'aimerais mieux, tu sais, que si jamais il arrive de quoi, qu'il me réanime pas, mais ma femme, je pense qu'elle n'est pas prête, je voudrais pas la laisser toute seule. Tu sais, des choses comme ça qui vont se produire. Ils veulent pas le dire devant sa femme, devant ses enfants, parce qu'ils ont peur de faire de la peine. Ils ont peur que cette décision, dans ce fond-là, fasse de la peine. Mais en fait, il faut penser le contraire. Si on en parle à notre famille, si on leur explique ce qui se passe, ils vont se sentir beaucoup moins coupables. S'il arrive quelque chose, ils vont dire, c'est la décision de mon mari, je ne peux pas aller contre cette décision-là. Il a décidé de son vivant qu'il ne voulait pas être réanimé, ben, je dois respecter ça. La mère d'Audrey est décédée à la suite d'une décision prise par la famille, basée sur une discussion préalable entre la mère et le père. Ça a débuté qu'elle avait juste une tache au poumon, puis c'était supposé d'être une opération super simple, qui était soit pour perdre une partie de son poumon ou tout son poumon. Mais à cause des complications, elle a resté 3 mois dans l'hôpital, 1 mois et demi dans intensive care, puis elle a juste jamais pu sortir. Ils l'ont gardée dans un coma pour pas qu'elle sente la douleur, pour pas qu'elle se réveille, parce qu'elle avait des tubes aussi qui nettoyaient ses poumons ou qui la faisaient respirer. C'était la machine. C'était à mon père et à moi, ma soeur, puis on a décidé, parce que c'était la machine qui rentrait l'air dans ses poumons. Donc, on a décidé d'arrêter la machine. Mais j'aurais voulu, tu sais, dire non, mais tu sais pas à quoi que ça peut donner, tu sais pas si elle a mal, si elle aime pas ça, si c'est vraiment qu'elle va pas bien. Je pense que mon père et ma mère ils avaient décidé que si jamais ça venait à ce point-là, qu'il était pour prendre des décisions. Non, il m'a expliqué, mais dans les plans, c'était lui qui était supposé de partir avant. Quand il arrive un décès, il y a tellement de questions qui sont posées, là. Que ce soit un décès qui soit accidentel ou prévu, des fois, on se pose des questions qu'on devrait même pas se poser. Est-ce que je suis responsable en partie de ce qui est arrivé dans le fond? Mais à qui en parler et comment aborder le sujet? En premier, j'en parlerai à mes sœurs, puis après ça, j'irai voir les infirmières. Parce que je suis plus à l'aise, puis je suis plus près des infirmières que le médecin. C'est pas tous les intervenants qui sont à l'aise de parler de tout ça. Je pense que ça fait partie du cheminement personnel qu'on a à faire là, par rapport à ça, par rapport à travailler avec des clientèles comme ça. Mais c'est sûr qu'il faut persister, là. Parce que c'est sûr que parfois, vous allez rencontrer des gens qui ne voudront pas en parler aussi.
Je pense que dans tous les métiers, il y a des gens qui sont plus ou moins à l'aise avec certains aspects du métier, mais ça fait partie de l'ensemble, dans le fond. Souvent, ce que je dis aux gens, c'est que si vous avez des questions que vous voulez poser à votre médecin, écrivez-le avant la rencontre. Hein? Des fois, on arrive à la rencontre, puis on est vite, on est pressé, on n'a pas toutes nos idées claires comme on les aimerait. Si vous avez écrit vos questions au préalable sur un papier, dites-le simplement à votre médecin. J'aimerais garder du temps dans la rencontre pour vous poser des questions. OK? Et là, vous sortez votre papier, puis vous pouvez discuter de ça. D'avoir un membre de votre famille qui vous accompagne, c'est excellent. On doit encourager cette façon de faire-là. Donc, puis allez-y simplement. Puis, sortez pas du bureau sans ne pas avoir été répondu à vos questions. Parce que des fois, on est sur le bord de la porte, on n'est pas entré, puis presque sur le bord de la porte, là, tu sais, dire, bon, ben c'est fini l'affaire, là. On est comme... expéditif. Ouais. Comment je vous dirais bien ça? Insistez. Quand je suis sur les étages, puis que la personne, elle me dit, là, je suis vraiment tannée, puis moi, là, j'en veux plus de traitement. Puis je veux pas qu'il y ait plus loin que ça, puis je vais le dire à l'infirmière, bien souvent. Je le marque dans mes notes, mais j'essaie de le verbaliser aussi à l'infirmière, puis si je vois le médecin, j'essaie de le verbaliser aussi au médecin, afin que le médecin puisse aller vraiment voir avec le patient. Mais c'est un travail d'équipe. Il y a des patients qui nous manifestent vraiment le désir d'arrêter complètement parce qu'ils sont prêts, eux autres, à partir. C'est une très, très grosse décision. Ça ne se prend pas à la légère. Il faut qu'ils en discutent avec la famille, le médecin. Les patients sont toujours plus à l'aise avec une infirmière ou une autre. C'est de prendre la personne qui sont le plus à l'aise avec et qui peuvent emmener leur famille, leurs enfants, conjoints, conjointes, à ce moment-là, d'en parler. Ça peut être un autre membre ça peut être au CLSC qui en parle aussi à leur médecin de famille. Puis le médecin de famille, à ce moment-là, il nous communique les données. Moi, je crois que c'est avantageux pour le patient d'exprimer clairement ce qu'il désire. Il va avoir plus de chances que ça soit respecté quand le temps va arriver. Parce qu'il y a toujours l'émotion qui arrive avec la situation. Puis si c'est pas très défini, ben on n'est jamais prêt à perdre un bien-aimé. Jamais prêt. Donc, on va toujours avoir tendance à dire au médecin, non, fais tout ce que tu peux. Est-ce que vous pouvez nous parler de qu'est-ce que ça fait comme fille d'avoir à prendre ces décisions? Ben, c'est très difficile. Hein? On voudrait pas qu'elle souffre. C'est ce qu'elle nous a toujours demandé. Mais on voudrait pas qu'elle parte. Non. Bon, bien, bonjour. Je m'appelle Madame Claire Guignard. Je suis la fille de Madame Cécile Guignard, décédée il y a un mois. Ben, elle voulait tellement... Elle voulait tellement mourir, là, elle nous disait tellement qu'elle voulait mourir. Là, je vous dirais, ben mon Dieu, à quoi ça sert de s'accrocher et de dire, ben non, tu peux pas, on veut pas. Je pense pas que ce soit une bonne affaire. Mais on voit pas tout ça de la même façon. Hein. Nous, on est 8 enfants chez nous, puis on s'est tout dit, ben mon Dieu, elle veut tellement mourir, laissons-la aller. C'est ce qu'elle veut, là. C'est pas... Puis elle nous avait tellement dit, je veux pas être maintenue en vie artificiellement. Je veux, quand ça va être fini, c'est tout. Fait que je pense qu'elle nous avait facilité les choses en nous disant ça. Là, j'ai dit, j'espère que... Après ça, on se disait, ben, on a-tu bien fait, là? On a-tu agi comme il faut, là? Puis tout ça, on a dit ce qu'elle voulait. Comment voulez-vous être traité à la fin de votre vie? Qui est au courant de vos volontés? Osez en parler dès maintenant avec votre famille et votre équipe de santé.